Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq. Bonjour Lisa, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on accueille Julien Ancar. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Alors Julien, tu es juriste, tu as étudié le droit en Belgique et en Angleterre, tu as été avocat à Milan et maintenant tu travailles pour une multinationale américaine. Et entre-temps, tu es devenu vigneron. Alors entre toutes ces étapes, j'imagine qu'il s'est passé beaucoup de choses. T'as pas hésité à voyager, à sortir de ta zone de confort. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours ? Oui, bien sûr. Donc j'ai étudié le droit à l'université de Liège pendant 5 ans. J'ai toujours eu envie, sans avoir vraiment les idées bien précises, d'une aventure internationale. Et il se trouve, un peu par hasard, que ma première offre d'emploi a été à Rome, où j'ai, on va dire, découvert le monde du travail, mais sans être vraiment un boulot juridique. Je pense qu'à l'époque, j'avais très envie justement de commencer à travailler ce pourquoi j'avais étudié. Et donc, j'ai, à travers une bourse Leonardo, obtenu un stage dans un bureau d'avocat d'affaires à Milan. Et donc, j'ai commencé à faire le boulot de stagiaire avec un gros gap linguistique, évidemment, qui m'a demandé des efforts, on peut dire colossaux, hein, puisqu'il fallait être à niveau, il fallait toujours prouver. Et donc, je pense que pendant 5 ans, donc pendant toute la durée de mon stage et de mon expérience, l'examen au barreau de Milan, etc., j'ai mis en avant très fort la valeur travail et la valeur volonté et acharnement pour arriver à quelque chose. Au bout d'un moment, même si je pense qu'une partie de ma professionnalité, de ma rigueur a été acquise en faisant ces expériences, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Pourquoi c'était pas pour toi ? Parce que je n'étais pas un exécutant. Je pense que la société italienne est très fort hiérarchisée, que les ordres viennent d'en haut, il n'y a pas beaucoup de place à l'initiative. Il y a une espèce de compétition, je pense, qui existe dans beaucoup de cabinets d'avocats. Tu te sentais coincé alors ? Je me sentais coincé, oui, dans un premier temps, et puis justement, au bout d'un moment, on se rend compte que si on fait rien, on reste coincé. Tant qu'on ne prend pas ses responsabilités, tant qu'on reste dans quelque chose qu'on n'aime pas ou qui ne nous convient pas pour toutes sortes de raisons, ça va pas nécessairement s'arrêter. Donc, c'est là que j'ai décidé de faire un master dans une université à Londres. Donc ton moyen de partir, c'était finalement de reprendre des études. De reprendre des études, oui, comme beaucoup d'avocats, hein, je pense, qui font un master après avoir exercé pendant quelques années. Mais ce que ça m'a vraiment apporté, c'est retour à la case zéro, c'est-à-dire ça permet vraiment de dégager l'esprit de tout ce qu'il y avait avant et de réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire. Et tu as choisi quoi comme master ? C'était un master en droit des énergies renouvelables, on va dire. C'est un peu des modules qu'on peut choisir. Et donc c'était du droit public avec du droit des affaires pour la partie contractuelle. J'ai très apprécié le master. C'était une autre dynamique au niveau éducationnel qu'ici en Belgique. Et tout de suite après, un chasseur de tête en fait est arrivé et m'a dit voilà, on a un boulot à Bruxelles. Moi, j'étais très enclin à rester à Londres. J'ai fait plusieurs demandes dans ce sens-là. Ça faisait 6 ans finalement que tu n'étais pas rentré en Belgique. Oh, plus que ça, hein. À cette époque-là, ça faisait 9 ans pratiquement. D'accord. Et donc voilà, et donc je suis arrivé à Bruxelles dans cette multinationale où j'ai commencé à travailler. J'ai découvert tout à fait une autre réalité. Je pense que c'est beaucoup plus respectueux, en tout cas, d'un jeune professionnel comme cadre de travail qu'un cabinet d'avocat. En tout cas, c'est mon expérience. Parce que ce que je dis, un cabinet d'avocat, j'en ai quand même fait 3 en Italie, hein, donc j'ai aussi une perspective un peu pour pouvoir comparer. Et là, c'était la multinationale américaine ou pas oui. encore ? Oui. Oui, c'était déjà ça. Parce que l'étape vigneron auquel j'allais arriver, hein, dans une séquence logique, chronologique, c'est concomitant à l'expérience euh, dans la multinationale. Et en ça, c'est assez intéressant. Parce qu'au bout d'un moment, et là, c'est plus les circonstances de la vie, on a un domaine familial avec des vignes qu'on cultive depuis plusieurs années. Et à un moment donné, il a fallu prendre une décision, soit on arrêtait parce que mes parents n'avaient plus la possibilité de s'en occuper, soit on continuait, mais il fallait que quelqu'un mette de l'énergie. Et voilà, moi, ça m'avait toujours passionné, mais de manière
relativement En dilettante un peu. Enfin, exactement, quand il y avait des opérations à faire, les vendanges, etc. Et donc là, j'ai commencé à me former, tout en demandant, du temps, hein, finalement à ma société Et concrètement, internationale. comment ça s'est fait? Tu as négocié un contrat plus flexible? Oui, c'est ça, donc le droit belge permet pas mal de choses, dont le créditant, mais je pense que les personnes n'ont même pas vraiment perçu comme étant, un droit, exercé, mais plutôt comme une demande. Et qu'est-ce que c'est que ce créditant? Donc le créditant, c'est la possibilité de diminuer son temps de travail, soit pour une raison avec une compensation, soit sans raison, mais sans compensation. C'est quelque chose qu'un employeur peut refuser ou pas? C'est quelque chose qu'un employeur peut refuser s'il y a des motifs. Il peut le postposer ou bien il peut le refuser, mais c'est relativement complexe. Ceci dit, c'est simplement une protection additionnelle pour le travailleur belge ou l'employé belge. Mais de nouveau ici, ce qui était intéressant, c'était pas tellement l'exercice de ce droit. Au départ, j'ai évidemment, en tant que juriste, tout blindé derrière, mais la discussion n'est jamais arrivée là. C'était simplement une diminution de la quantité de travail. Euh, les personnes comprenaient, euh, même si les ressources sont très limitées. L'équipe dans laquelle je travaille a fait preuve de beaucoup de compréhension. Je pense qu'on a toujours peur de demander, mais que finalement, si on ne demande pas, on ne sait pas. Et qu'est-ce que tu as négocié concrètement? 3 jours, 2 jours? Oui, à mi-temps, donc À passer mi-temps. à mi-temps, mais avec une flexibilité que j'ai dans mon travail aujourd'hui, c'est-à-dire je peux tout à fait décider de où je vais travailler. Donc on est une société d'IT, on vend des solutions de vidéo et de téléconférence, donc c'est tout à fait possible de travailler de À partout, distance. à distance. Donc c'était une vie extrêmement fatigante qui a commencé parce que c'était exigeant de mettre au front 2 projets. Parce que je pense que la contrepartie de ça, c'était que le travail, en tout cas dans sa partie urgence, continuait à être assuré, dans le Comment multinational. tu as géré tout ça? Là aussi, c'était beaucoup de travail, mais il y avait une partie qui était très épanouissante, qui était le nouveau métier, hein, de vigneron, qui était probablement le métier le plus dur avec lequel j'étais en contact, hein, beaucoup, beaucoup plus dur que le métier d'avocat. Ça, c'est aussi assez intéressant, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte. On a l'impression que les profils des gens vraiment brillants se trouvent dans les villes, dans les grands bureaux de consultance, ou je pense pas. Je pense que les vrais travailleurs, les vraies personnes qui non seulement ont une vision beaucoup plus globale d'un métier où il n'y a pas de spécialisation, à venir on continue à être un chimiste, un biologiste, un agriculteur, un vendeur, quelqu'un qui fait du back-office. Est-ce que tu as eu des soucis de légitimité quand tu es arrivé là-bas? Est-ce qu'on s'est pas dit, mais qu'est-ce qui fait là ce juriste à vouloir devenir vigneron? C'est un délire ou c'est un besoin Je de pense, citadin de retrouver ses racines? Non? oui, bah, je pense que dans la viticulture, il y a deux grands mondes. Il y a la vieille et la nouvelle génération. La nouvelle génération est très très ouverte, donc peu importe d'où tu viens, il y aura peut-être des petites blagues qui circuleront, ou même ta nationalité, le belge, mais c'est pas vraiment problématique. La nouvelle génération accueille vraiment les bras ouverts. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées. La vieille génération, oui, se demande mais comment est-ce qu'on peut, sans être du terroir, venir et commencer une activité. Après, j'ai eu la chance, voilà, d'avoir des mentors, hein, comme dans tous les métiers, d'avoir des gens qui acceptaient de partager. T'as appris pendant combien de temps le métier? Donc j'ai fait une formation théorique qui a duré 2 ans, enfin théorique et pratique. Et puis c'était beaucoup de travail sur le terrain, et ça a continué. Et maintenant, tu es toujours vigneron ou pas? Donc maintenant, je suis dans une position assez difficile cette année, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de maladies dans la vigne. Et donc, on n'a pas de récolte, enfin peu ou pas de récolte. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là. Sinon, je serais probablement à la cave en train de vinifier à cette époque-ci de l'année. Et est-ce que pour toi, c'est une situation qui te plaît, qui est confortable, cet entre-deux, où tu sais que dans tous les cas, à un moment, il va falloir faire un choix? Non, je pense qu'à un moment, il va falloir faire un choix. Après, est-ce que le choix sera dans un sens ou dans l'autre, ou ce sera encore un troisième choix? C'est ça qui est plutôt ma question. Je pense qu'il faut trouver un équilibre dans lequel on se sent bien au jour le jour, et pas toujours voir la vie professionnelle comme une suite logique qui doit arriver à une fin. Je pense que c'est ça la différence avec la conception du travail comme on l'avait avant. C'est qu'il y avait des objectifs qui étaient relativement longs sur le long terme, sur le moyen, sur le long terme.
et que ma génération ne le voit plus comme ça. Et ça ouvre l'esprit, ça ouvre les possibilités. Et avant de passer la parole à Tariq, une dernière question. Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Même si elle est encore là, mais qu'est-ce que tu as retenu de ce fait de devenir vigneron finalement et d'avoir deux jobs? Mais je pense à beaucoup de respect pour les agriculteurs, beaucoup de respect pour l'échange qu'on peut avoir dans le cadre de ce métier, qui est un échange gratuit mais qui existe, qui n'est pas basé sur donc de l'argent, hein, avec les collègues vignerons. Je pense à un monde fabuleux qui est très peu connu, hein, même des amateurs de vin. Je pense que aujourd'hui, c'est très très peu connu le travail que font les vignerons derrière. Je pense que la partie commerciale prend encore et trop souvent le pas sur le travail qui est fait derrière. Est-ce que ça nourrit ton autre expérience professionnelle? Est-ce que les deux se nourrissent ou pas tellement? Oui, dans le sens où justement, c'est un travail où on est en contact avec plein de personnes différentes. Ça permet aussi de relativiser quand on a des contacts qui vont toujours dans le même sens, qui ont toujours la même dynamique. Ouvrir la perspective, ça permet déjà de respecter, je pense, plus le travail de chacun euh, et, euh, et justement de sortir de sa zone de confort pour arriver à régler tel ou tel problème. C'est quelque chose qui est nécessaire dans le monde, dans un nouveau métier, qui n'est peut-être plus aussi nécessaire, ou en tout cas qui est rafraîchi par l'autre expérience. Très bien. Alors maintenant qu'on a défriché un peu le terrain et qu'on te connaît un peu plus, je vais laisser la parole à Tariq. Depuis tout à l'heure, il écoute bien attentivement notre discussion et c'est le moment de son décryptage. Tariq, je t'en prie, c'est à toi. Merci Elisa et Julien, merci d'avoir partagé ton expérience, dans laquelle je me retrouve évidemment en partie, d'abord parce qu'on se connaît, et puis aussi parce que moi aussi je suis un juriste qui a laissé tomber la toge pour aller à un moment devenir hôtelier, et puis aujourd'hui voguer vers d'autres horizons professionnels. Euh, dans ton cas, première question que je voulais te poser, c'est, il y a des gens qui sont passionnés du business, ils ont toujours voulu être businessman. Tu as dit toi-même que tu venais d'une famille où il y a un domaine, et je pense que tu viens d'une famille où on connaît le monde des affaires. Mais dans ton cas, j'ai l'impression que c'est plutôt la passion du métier, plutôt que la passion du business. Alors, tu peux nous en dire, qu'est-ce qui t'a drivé? Oui, enfin, je viens d'une famille qui connaît le monde des affaires, mais je pense que j'ai aussi une famille qui, qui, qui- qui n'aime pas le business pour le business, qui aime le business pour ce qui est créé derrière, c'est-à-dire vraiment avoir un produit, avoir quelque chose à proposer dans lequel on croit, qui est de qualité. Euh, Moi encore plus, parce que je pense que je n'ai pas nécessairement cette passion pour les affaires pour les affaires. Je pense que le juriste d'ailleurs doit toujours avoir un step back dans l'approche et justement arriver à faire la part des choses ou à conseiller de cette manière-là. Donc euh, la partie, on va dire, travail et ce qu'on est capable d'accomplir dans toute la chaîne de production, donc quand on est vigneron, finalement c'est ça qu'on contrôle, c'est assez euh, accomplissant dans le travail. C'est-à-dire on crée quelque chose qui pousse, qui sort de la terre, qui se retrouve dans un produit que les gens aiment. Euh, Par la force de son travail, je pense que c'est quelque chose qui est assez magique. Alors, magie, je pense que tu as quitté aussi un monde très formel, tu l'as dit, le monde du droit, de l'avocature et des multinationales. Est-ce que tu n'as pas eu justement l'impression de découvrir les gens sous un tout autre rapport quand tu t'es lancé dans cette aventure? Est-ce que tu n'as pas fait vraiment une toute nouvelle découverte de l'autre? Euh, je- hmm, oui et non, c'est-à-dire que comme je le disais, je pense que j'ai aussi retrouvé beaucoup d'humanité dans la multinationale et dans les gens qui m'entouraient au moment où j'en ai eu besoin. Donc je pense que c'est d'une autre forme, mais de la même manière, il y a une humanité dans le monde du vin. Et la viticulture, c'est des rencontres dans des contextes plus durs, euh, où il y a des accidents, il y a des choses qui ne se passent pas comme on veut, il y a du stress où du jour au lendemain tout peut être perdu. Je pense que dans un monde plus structuré ou de multinationales, il y a plus de distance, plus de confort dans la vie quotidienne, mais s'il y a du stress,
c'est du stress auquel on peut plus facilement faire face. En tout cas, ça a été mon expérience. Alors tu parles de distance et ça m'amène à mon autre question. Euh, Tu as parlé du fait que les carrières n'étaient plus linéaires aujourd'hui. Tu en es un exemple patent, comme on dit. Mais finalement, tu as aussi fait une carrière qui t'a amené à faire le grand écart entre plusieurs pays, plusieurs régions. Et comment est-ce qu'on vit ça? Donc à la fois le grand écart professionnel, mais aussi avoir ses attaches dans une ville et un projet professionnel dans un autre pays, un autre contexte. Donc comment on vit ça? Oui, donc le grand écart professionnel, je sais pas si aujourd'hui, si je recommençais à étudier, j'aurais le même genre de parcours. Aujourd'hui, ma conclusion, c'est un petit peu, on vit dans un monde où on ne suggère plus assez les passions et que si une passion est suggérée et intégrée par la personne dès son plus jeune âge, il y a des possibilités de faire des choses magnifiques. Hem, je pense que j'ai suivi un parcours qui me convenait moins, on va dire. Heu, peut-être parce que cette passion n'était pas encore née en moi. Pour revenir à l'autre aspect de la question, sur le côté, plus personnel, je pense qu'il y a quelque chose qui est très difficile de quitter, son pays natal. C'est qu'on se sent jamais vraiment à la maison à l'étranger et qu'en même temps on se sent plus vraiment à la maison quand on rentre chez soi. Et donc il y a quand même un prix à payer, il y a des choses qui sont très amusantes, très rafraîchissantes, très différentes, mais il y a quand même un prix à payer dans l'expatriation, à un niveau personnel. Est-ce que ça a été plus dur de partir vers ce métier de vigneron ou d'en revenir? Mais je pense pas d'en être tout à fait revenu. Je pense que ça m'a demandé énormément en termes d'efforts, rester éveillé tard, capacité de travail physique aussi, hein. Donc, quand on ajoute le travail physique au travail mental et toujours arriver à garder, une joie de vivre et une joie de faire les choses, donc jamais se sentir trop, aplati sous un fardeau de responsabilité. Ça demande beaucoup de discipline, ça demande beaucoup de travail. Donc je pense que c'est la transition vers ce métier évidemment a été, relativement, difficile et compliquée. Pour les gens qui nous écoutent et qui sont employés, mais qui ont ce petit rêve, soit de devenir vigneron, hôtelier, écrivain, que sais-je, tu leur dirais quoi, là maintenant, pour passer, les aider à choisir la next step? Je dirais de faire les comptes avec eux-mêmes, de réfléchir à ce que eux veulent. Est-ce qu'ils se sentent bien dans leur vie? Est-ce qu'il leur manque quelque chose? S'il leur manque quelque chose, ce que je peux dire, aussi et ça c'est peut-être plus dans le rapport entre mon métier d'avocat et mon métier de juriste d'entreprise, hem, c'est que je pense un gros problème aujourd'hui, c'est, la hiérarchie. Heu, je pense que c'est vraiment ça qui rend les gens malheureux et suffisamment de sphères de liberté dans le travail, c'est ce qui rend les gens heureux. Heu et ça peut être des détails, hein, ça peut vraiment être des détails. Ça peut être éviter le micromanagement au jour le jour et laisser les personnes, arriver, à accomplir leur travail, mais de la manière dont elles veulent l'accomplir. Je pense que c'est ça qui, rend beaucoup de personnes malheureuses et parfois, il y a des échappatoires qui sont vus comme des solutions alors qu'en fait c'est pas nécessairement ça dont les gens ont besoin. Il faut quand même pas sous-estimer, l'énergie que demande de s'investir dans un nouveau projet. Heu, après si les gens sont passionnés, tout est possible. Donc si on revient sur le créditant, au-delà d'être une disposition juridique de protection de l'employé et d'organisation du rapport avec l'employeur, c'est aussi une superbe fenêtre de dialogue justement dans cette hiérarchie. C'est une manière d'ouvrir, de lever le voile sur ton destin personnel et celui de ton rôle au sein de l'entreprise et de lui donner une nouvelle dimension finalement. Complètement. Je pense que l'existence de la norme permet la discussion, permet de dire: «Voilà, ce concept existe, ça a été, heu, ça a été acté, donc il faut l'utiliser, il faut en discuter», et je pense que trop peu de personnes encore le connaissent aujourd'hui, hein, parce qu'il y a tout le monde pense que ça doit être pour un motif, mais quelque part la compensation qu'on a, s'il y a un motif est assez dérisoire, alors que le créditant sans motif existe, est là et peut soutenir n'importe quel projet, de quelqu'un qui veut se lancer dans quelque chose. Et alors aux DRH qui nous écoutent, qu'en pense-t-on des RH de cette manœuvre?
Ma DRH, de par ma position, j'ai un rapport particulier avec ma DRH puisque, on travaille ensemble et je pense que c'est des discussions que même j'ai vu certains DRH, avoir des nouveaux projets, des changements de cap. J'ai jamais vu un DRH utiliser un créditant, soyons honnêtes, mais pourquoi pas? Mais elle ne regrette pas de te l'avoir accordé. Ah non, non, mais de toute façon, dans une société en silo, je pense que les ressources humaines ne sont pas nécessairement les premières personnes impliquées dans ce genre de décision. C'est plutôt des organisations et donc l'organisation juridique, que de nouveau, je pense être très humaine, dans mon cas. Donc, les personnes, les humains existent toujours. Il faut peut-être, heu, s'entourer de personnes comme ça, travailler avec des personnes comme ça, hem, favoriser les contacts avec eux plutôt que qu'avec des personnes qui sont dans une perspective hiérarchique. Et je pense aussi c'est très générationnel, et moi je serais curieux de voir comment vont être organisées, toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grande, lors de la prochaine génération. D'ailleurs, on pourra te réinviter pour parler de ça, c'est un sujet qui est super intéressant. Alors, on va devoir conclure, mais avant cela, on a décidé de te poser quelques questions courtes. Alors, tu ne dois surtout pas réfléchir et répondre le plus brièvement possible. T'es prêt? Ouais. Alors, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne? Suivre ma passion, mmh, ou en tout cas, me mettre en contact avec des choses qui auraient pu être ma passion, étant beaucoup plus jeune, avant mes études. Le cliché qu'il faut oublier sur la vie des entrepreneurs. Que c'est pas amusant, Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser? la procrastination. Et alors une citation que tu aurais rêvé de dire. Non, j'ai pas de réponse à cette question. Tu n'as pas de citation ou de Non. mantra comme ça Bon, Carpe diem. par exemple, on va retenir ça. Alors, c'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. On espère vous avoir inspiré. Merci Julien, merci Tariq. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir et merci.